Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour l'huile de Vore. Je vous préviens tout de go, j'ai passé une journée de... Non, on n'a plus le droit de le dire sur YouTube ça. Donc une journée de diarrhée après une longue baignade dans le Gange. Tourista et compagnie, vous voyez l'image à peu près. Du coup, je suis pas très motivé, du coup je vais faire ça assez rapidement, ou en tout cas je vais essayer, mais peut-être qu'après tout, faire une vidéo va me permettre d'extérioriser un petit peu, et du coup ça va me faire oublier un petit peu la mauvaise journée que je viens de passer. Rien de grave, je vous rassure, bien entendu. Quoi qu'il en soit, on est parti avec les projets qui s'apprêtent à se terminer cette semaine, avec encore une fois une semaine qui n'a pas eu d'annulation, donc ça c'est plutôt cool à signaler. Donc on passe directement au premier projet de cette semaine, à savoir The Curse of Candelabria, un très joli projet qui nous vient d'Italie et de Lunar Oak Studio, qui avait précédemment pondu Sheol, qui a des très bons retours. The Curse of Candelabria avait été présenté dans le menu crowdfunding du 26 février dernier pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui voudraient savoir un petit peu de quoi il retourne, quelle est la thématique, etc. Enfin, même si j'en avais parlé plusieurs fois, la thématique, je suis vraiment très fan de la thématique de The Curse of Candelabria, ainsi d'ailleurs que de la direction artistique qui est vraiment magnifique. Lunar Oak Studio, à mon avis, c'est vraiment un studio qu'il faut suivre. Et en plus, vous le voyez, ils ont, ça y est, il y a à peine une heure, réussi à financer avec 814 contributeurs. Ils avaient fixé un objectif de financement très élevé à 150 000 €, au moins c'est honnête, ça fait partie des rares éditeurs qui proposent des seuils de financement honnêtes, et donc ça c'est à signaler, à souligner, même si c'est toujours un peu une balle constante dans le pied, parce que ça provoque un démarrage parfois un petit peu plus lent que nécessaire, enfin que souhaité plutôt, et c'est un petit peu compliqué d'aller chercher financement, mais en tout cas c'est fait, même si c'est vrai que je pense que si le seuil de financement avait été à, je sais pas, 70 000 € par exemple, on aurait financé et on serait certainement à plus de 1000 contributeurs à l'heure actuelle. Donc bon, je sais pas, c'est le pour et le contre qu'il faut peser dans ce genre de situation là. Je sais pas, un jour je pense qu'on fera une vidéo avec Xavier, ou même peut-être avec Nix, ce serait l'objet d'un autour du jeu par exemple, pour parler un petit peu de quelle est l'approche idéale pour une campagne Kickstarter, avec bien sûr nos opinions très amateurs sur le sujet, mais quand même ce sera intéressant. Quoi qu'il en soit, je rappelle que The Curse of Candelabria est disponible en français. Vous vous en doutez, avec 150 830 sur 150 000 nécessaires, il n'y a pas eu beaucoup de stretch goals. Par contre, pour essayer de relancer un petit peu l'intérêt de la campagne, ils ont quand même débloqué des trucs qui s'apparentent à des stretch goals et qui commençaient ici, je crois. Donc les early goals, ce qui est un petit peu étrange comme appellation, hein, ça sent un petit peu l'aveu de défaite quand même malgré tout. Des posters digitaux. On s'en fout. Ensuite, le linen finish sur les cartes et sur la carte, la map centrale, disons. Ça, c'est plutôt cool en revanche. Ensuite, on a aussi les fichiers STL, donc l'impression 3D pour les châteaux ambulants. Bon, ça, à part pour ceux qui ont des imprimantes 3D ou qui connaissent des gens qui en ont, c'est pas diablement intéressant en soi. Par contre, ici en bonus, on a aussi un insert plastique, alors c'est pas un Game Trace ou autre marque de ce genre bien connue, mais ça devrait faire le job, c'est plutôt cool, et en plus ça devrait permettre aussi de faire entrer le tout dans une seule et même boîte, donc ça c'est plutôt cool et plutôt à souligner également. Les plateaux double épaisseur aussi qui ont été débloqués, et puis ensuite on a aussi 10 nouvelles cartes de tactique, ainsi que 6 nouvelles tuiles d'upgrade. Et puis ensuite, les stretch goals, enfin, le jeu est financé, hein, vous le voyez à 150 000, et potentiellement d'ici la fin de la campagne, il y aura encore plus de cartes pour aller enrichir un petit peu le jeu et sa profondeur, disons. Voilà donc pour ce qui est de The Curse of Candelabria. De toute manière, au moment où vous regardez cette vidéo, la campagne est soit terminée, soit il reste à peu près une heure avant la fin de cette dernière, donc dépêchez-vous si vous n'y êtes pas encore et que vous découvrez le jeu maintenant et qu'il vous tente, il reste très peu de temps. Version française disponible qui plus est. Présenté dans le menu crowdfunding du 5 mars dernier, Scholars of the South Tigris, le deuxième épisode de la nouvelle gamme de Garphill Games, à savoir donc cette fois-ci les quelque chose du Tigre du Sud. Voilà. Il y avait eu les aventuriers ou les voyageurs, je ne sais plus, les voyageurs je crois en français, du Tigre du Sud. Maintenant ce sont donc les, je sais pas comment on pourrait dire, mais les érudits, on va dire, du Tigre du Sud, qui fait encore une très belle campagne, comme toujours avec Garphill Games, malgré le manque d'intérêt vraiment d'aller backer durant une campagne de Garphill Games. Ils le disent eux-mêmes, hein, c'est assez peu intéressant, il y a très peu d'exclusivité véritable dans cette campagne, le prix sera certainement un petit peu moins cher en boutique, et pourtant, ça marche toujours aussi bien sur Kickstarter pour eux, c'est assez fou. J'aimerais analyser plus en profondeur, si j'en ai le temps un jour, les raisons qui poussent les gens à backer sur Garphill Games alors que c'est fondamentalement pas très intéressant en réalité.
Ceci dit, pas de stretch goals pour les jeux de Garfield Games en général, ce qui me permet de passer assez rapidement sur celui-ci, et quand même à souligner encore une fois ce très très beau succès pour Scholars of the South Tigris, malgré l'absence de réel intérêt de backer durant une campagne. 5000 contributeurs, près de 400 000 euros d'engrangés, 37 heures avant la fin de la campagne lorsque je m'enregistre. Également présenté dans le menu crowdfunding du 5 mars dernier, Ancient Terrible Things Reawakened, une nouvelle version pour le jeu du même nom, qui pour l'instant fait un très beau résultat, 1200 contributeurs à 54 heures de la fin de la campagne et 55 000 euros d'engrangés. C'est un beau résultat pour Pleasant Company Games, qui nous vient d'Afrique du Sud. Ça encore, c'est quand même à souligner, c'est quand même très très rare de voir des compagnies d'Afrique du Sud pour des jeux de société sur Kickstarter. C'est un jeu pour 1-4 joueurs, 13 ans et plus, 60 minutes la partie. Je vous renvoie vers le menu crowdfunding du 5 mars dernier pour en apprendre un petit peu plus sur ce jeu d'exploration et de survie avec une DA très orientée pulp années 50-60 avec une assez belle DA d'ailleurs au final, hein, c'est plutôt joli, même le matériel en lui-même a l'air d'être plutôt sympatoche, surtout si on va chercher le Deluxe à 90 où il y aura un tapis de néoprène et cet immense bateau qui fait tapis de dés vraiment très très sympatoche. Le matos a l'air globalement assez cool et vraiment je suis assez charmé par la direction artistique, même si c'est pas mon style fondamentalement, il y a un parti pris visuel qui dénote quand même pas mal de la catégorie de jeux auquel il appartient et je trouve ça plutôt bien réussi. Alors pour ce qui est des stretch goals, c'est ici que ça se passe, les daily unlocks, on a eu plein de nouveaux ajouts de cartes avec des nouveaux items à les débloquer, etc. On a aussi de nouveaux personnages, ici par exemple, on a ce personnage qui vient d'être ajouté aussi à l'effectif de ceux déjà présents. Ensuite on aura aussi de nouveaux composants qui viennent rejoindre le jeu, on a aussi une impression au fond de la boîte pour aller ajouter un petit peu plus d'immersion on va dire au jeu, mais bon c'est pas fondamentalement très important. De nouvelles rencontres, de nouveaux vilains également, un petit upgrade visuel sur la boîte qui va bénéficier d'un petit aspect de surbrillance, j'imagine, sur le titre ou certains éléments de relief de l'illustration peut-être. La tour 2D elle-même va être améliorée aussi avec des petites lumières et une batterie intégrée. Bon, ça c'est vraiment purement du visuel, mais c'est vrai que quand on joue un petit peu dans la pénombre, avec l'ambiance du jeu, ça peut être très sympatoche. D'ailleurs, elle est upgradée encore une fois par derrière. Voilà, ici, on va avoir de nouveaux éléments qui viennent s'ajouter, tels qu'une petite tentacule qui rejoint le bateau, ou encore une fenêtre supplémentaire, etc. etc. Bon, c'est vraiment purement visuel, mais c'est vrai que la tour est quand même très jolie, donc autant la développer. Pourquoi pas. De nouvelles rencontres de horreur, donc de nouveaux monstres à aller terrasser. Ensuite, qu'y a-t-il ici? Deluxe Pledge Upgrade, Ghastly Gorge. Donc, qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord, c'est une sorte de protège-boîte, une slipcase, comme ils disent en anglais, slipcover, qui a été ajouté aussi. Bon, là, encore une fois, c'est très visuel, ça sert pas à grand-chose, c'est purement cosmétique, mais c'est sympathique quand même. Voilà, c'est à peu près tout. Pour l'instant, il reste encore un petit peu de temps, donc on aura certainement encore un ou deux peut-être upgrades, enfin stretch goals on va dire. Mais pour l'instant, c'est tout pour ce qui est de Ancient Terrible Things Reawakened. Encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo du 5 mars dernier pour en apprendre un petit peu plus pour ceux qui auraient manqué sa présentation. Présenté dans le menu crowdfunding du 26 février dernier, The Red Dragon Inn épisode 9, The Undercity, qui fait un énorme résultat, 4640 contributeurs, ils en ont mis de partout, sol, plafond, moquette, 327 000 euros d'engrangés à 60 heures de la fin de la campagne, ce qui est assez surprenant parce que, bon, c'est vrai que c'est une série qui marche plutôt bien en règle générale, hein, The Red Dragon Inn, mais rarement avec des scores pareils, et j'ai pas l'impression que ce soit un jeu formidable non plus, donc je ne m'explique pas ce résultat. Si on regarde les précédents épisodes, 1780, bon presque 5000 c'est vrai, 5000, qu'est-ce qu'on a vu encore 2300, 1700, bon bref, les derniers étaient quand même plutôt bien reçus visiblement, le numéro 8 là, le Tales from the Red Dragon Inn aussi, donc c'était une série qui après tout pond de très bons jeux, mais je suis pas séduit visuellement, et puis, bon je sais pas, ça n'a pas une présence sur table qui attire grand chose, hein, je trouve, et au-delà de ça, c'est vrai que si on veut se plonger dans l'univers de Red Dragon Inn, maintenant ils en sont à 9 épisodes, donc autant de jeux à aller s'acheter, ça fait quand même très très chéro, et fondamentalement, je sais pas, j'entends jamais parler de ces jeux-là, et pourtant il y a quand même beaucoup de backers. Bon, ceci dit, pas de version francophone à se mettre sous la dent, donc ça évite de se poser certaines questions si on n'est pas très amateur de la langue de Shakespeare. Y avait-il des stretch goals là-dedans? Oui, il y en avait, avec de nouvelles cartes qui vont être ajoutées au fur et à mesure que l'on débloque des petits paliers de financement. C'est essentiellement du nouveau matériel, dont certaines cartes sont d'ailleurs des exclusivités Kickstarter, hein, vous le voyez ici, hein, for KS, donc quand c'est en vert comme ça avec KS, ce sera exclusif à Kickstarter. Encore plus de cartes ici, bon c'est un lot pour les 100 000 par exemple, mais bon, au-delà de ça c'est pas rien de révolutionnaire quoi, en fait un peu plus de la même chose, mais rien de très flagrant.
Voilà donc pour ce qui est de The Red Dragon Inn épisode 9, The Undercity, qui décidément fait un très bon état, malgré une apparence assez classique, assez standard. Donc je sais pas, vous aurez peut-être une explication à me fournir. Présenté le 19 février dernier dans le menu crowdfunding, Bound, ce petit print and play abstrait d'Angleterre, si je me souviens bien, c'est d'Angleterre, de Turncoat Games, premier projet qui plus est, a attiré pas moins de 934 contributeurs pour l'instant, à 3 jours de la fin de la campagne, donc on va dépasser les 1000 aisément pour un petit jeu abstrait en print and play, avec une très jolie petite direction artistique, qui ne sert à rien au final, parce que c'est un jeu abstrait avec des sortes de petites pierres, voilà, comme vous voyez ici, qui vont être disposées d'une manière ou d'une autre selon qu'on joue les noirs ou les blancs. C'est un peu un jeu façon échec et compagnie, mais c'est très zen en termes de direction artistique, c'est très joli. Après, est-ce que ça a un grand intérêt en termes de gameplay? Je serais incapable de vous le dire, j'ai pas fouillé en détail les règles, mais c'est vrai que c'est très joli en tout cas, et pour un print and play, donc évidemment c'est pas cher, et c'est livré tout de suite après, d'autant plus que pour un print and play, généralement on tourne souvent aux alentours de 5 €, là c'est un livre, soit environ 2 €, donc c'est vrai que c'est très peu cher, et c'est peut-être une des raisons supplémentaires qui font que, en l'état, le jeu se porte très bien. Ceci dit, c'est vrai que, bon, si peut-être la création du jeu a peut-être été très bien pensée, mais en soi, c'est vrai que s'il faut juste imprimer cet élément-là du décor, avec donc les différents croisements que l'on voit ici, effectivement, c'est pas un jeu qui coûte très cher à concevoir, mais encore fallait-il y penser, si tant est que le jeu est bon. Voilà donc pour ce qui est de Bound, un petit print and play à 2 €. En êtes-vous ou pas? À vous de voir, faut être quand même assez amateur de jeux abstraits. Présenté le 5 mars dernier dans le menu crowdfunding, Cloud9 a financé avec 7000 € environ, 3 jours avant la fin de la campagne. C'est un jeu qui ne possède pas de version francophone et c'est un peu problématique pour les intéressés puisque c'est un jeu essentiellement basé sur les actes de parole, les échanges, les discussions. Donc ça devrait pas intéresser grand monde je pense pour la chaîne. C'est pour du 2 à 7 joueurs, 14 ans et plus, 20 à 60 minutes la partie. Ça nous vient de Pink Tiger Games. Donc c'est le 6e projet actuellement sur Kickstarter. Bon, c'est plutôt un jeu d'ambiance, de discussion qui n'a pas de stretch goals. Donc on passe assez rapidement à la suite. Présenté le 26 février dernier dans le menu crowdfunding, Lords of Vegas qui s'est fait une nouvelle devanture, parce que c'est un jeu qui date de 2005, un truc comme ça si mes souvenirs sont bons, et qui connaît une refonte visuelle ainsi que de nouvelles extensions, présentées donc dans le menu du 26 février dernier, pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus. En l'état, le jeu a plutôt bien marché, 2200, non même pas, 2130, je ne sais pas parler, je ne sais plus lire non plus, 2130 contributeurs à 3 jours de la fin de la campagne et 207 000 € d'engrangés, c'est plutôt un très joli résultat, d'autant plus que les 2-3 derniers jours, on le sait, sont les jours qui rameutent le plus de backers potentiels en fin de campagne, c'est toujours un gros rush, donc on devrait franchir certainement les 2500-2600 contributeurs je pense d'ici la fin de la campagne, peut-être même un petit peu plus que ça. Pour ce qui est des stretch goals, je ne suis pas persuadé d'en avoir vu des masses tout à l'heure quand j'ai checké, mais j'ai déjà oublié parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc quand même, on va aller checker ça ensemble. Ouh, je suis revenu au début de campagne. Alors, regardons rapidement. Je ne crois pas en avoir vu, mais en même temps, comme c'est un jeu qui vient juste connaître une refonte visuelle et ajouter quelques petites extensions, je ne pense pas qu'il y ait tellement de place pour aller ajouter encore plus de contenu via des stretch goals. Et puis si je me trompe, au pire, on dira que c'est pas grave. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas de toute façon. Voilà donc pour ce qui est de Lords of Vegas, malheureusement pas de version francophone sur celui-ci non plus. Présenté le 5 mars dernier dans le menu crowdfunding, Soda Pop Collection, le nouveau projet de Thundergriff Games, du côté de chez BackerKit, ça marche plutôt très bien pour eux, 2107 contributeurs à 3 jours de la fin de la campagne pour un projet sur BackerKit, c'est plutôt le haut du panier, ça a déjà ameuté quand même 2000 backers et 102 000 € d'engrangés, donc c'est largement financé pour cette idée vraiment très conceptuelle de pondre 4 jeux abstraits dans des canettes, voilà, c'est assez original. Alors bien sûr, vous ne devrez pas ouvrir la canette une seule fois et après ça sera ouvert jusqu'à la fin de votre vie, je pense qu'il y aura un système un peu mieux pensé que ça, bien évidemment, mais en tout cas, la direction artistique de chacun de ces projets est plutôt jolie, c'est plutôt assez classe, j'ai envie de dire, même si après ça reste très abstrait, donc il faut pas être trop récalcitrant à ce type de jeu. C'est en plus de ça disponible en version française, ça coûte pas très cher, et c'est vrai que c'est assez original, donc ça a le mérite d'exister. Pour ce qui est ensuite de potentiels stretch goals, je crois qu'il n'y en avait pas dans cette campagne, mais on va checker rapidement. Non, il n'y en avait pas, ça permet de passer assez rapidement. Je vous renvoie donc vers le menu crowdfunding du 5 mars dernier pour en apprendre un petit peu plus sur Catacomb, Lightseeker, For Genesis et Top Cap. Voilà donc pour Soda Pop Collection sur BackerKit.
Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 12 mars dernier, mais comme à l'accoutumée, Button Shy Games propose des campagnes très courtes de 10 jours à peine, ce qui nous permet de retrouver River Wild et Ancient Realm très rapidement dans le suivi du menu crowdfunding. Donc ce sont les deux nouveaux jeux de Button Shy Games que vous retrouverez de toute façon certainement, j'imagine, grâce à Matago dans cette nouvelle gamme des micro-games, si je me souviens bien. Donc pas vraiment d'intérêt à aller backer durant cette campagne a priori, mais bon, si vous ne voulez pas attendre la version francophone, ça peut se comprendre, mais sachez qu'en général, les frais de port sont pas très intéressants pour l'Europe du côté de Button Shy Games. Si vous prenez en comparaison les jeux de Yosef Farid, donc de Holon Edition, c'est quand même bien plus intéressant en termes de frais de port, même chez moi au Japon, ça reste beaucoup plus intéressant que ceux de Button Shy Games. Ceci dit, comme je l'avais dit donc il y a 2-3 jours à peine dans le menu crowdfunding, River Wild m'intéresse un peu moins certes, mais par contre Ancient Realm, un petit jeu de construction de civilisation sur 18 cartes, je trouve ça très intéressant. C'est toujours le parti pris de ces Button Shy Games avec 18 cartes uniquement dans ces petits, comment dirais-je, ces simili portefeuilles en pseudo-cuir qui n'en est pas. C'est vraiment un exercice de style assez intéressant. Donc vous me direz ce que vous en pensez pour River Wild ainsi que pour Ancient Realm. Je suis beaucoup plus tenté par le second que par le premier, mais je ne serais pas contre le fait d'essayer le premier non plus, bien évidemment. Jusqu'à maintenant, j'ai assez peu été déçu par Button Shy Games, si ce n'est peut-être pour Insurmontable. En tout cas, pour l'instant, 2640 contributeurs, 4 jours avant la fin de la campagne, et 50 000 € d'engrangés pour l'instant. Pas de SG, comme d'habitude, avec Button Shy Games. Celui-ci en revanche est en VF, il s'agit de la nouvelle extension de l'Ordre de Veyel, un projet de Châteauroux et de, comment ça s'appelait déjà, Paria Edition. Voilà, qui pour l'instant a réuni 464 contributeurs, 5 jours avant la fin de la campagne et 37 000 € d'engrangés. C'est une extension assez particulière dans le sens où les personnages qui vont l'intégrer sont en fait des youtubeurs. Bon, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que c'est une approche assez particulière. On y voit par exemple Etrigan, qui est le seul youtubeur jeu de société, si je me souviens bien d'ailleurs, de ce casting, puisqu'on y retrouve par exemple Bob Lennon, Sheshune, Benzaï, etc., Ganesh. Donc c'est fun sur le principe, certes, mais moi ce qui m'attirait pas mal dans l'Ordre de Veyel jusqu'à maintenant, c'est que la direction artistique était plutôt classe, très épique fantasy, dark fantasy, assez classique là-dessus, rien de très original, mais plutôt bien réalisé. Et c'est vrai que du coup, y intégrer des youtubeurs, je suis pas du tout convaincu. Donc je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez de votre côté. Pour moi c'est un gros non, même si à terme quand même j'aimerais bien essayer le jeu de base parce que les retours sont plutôt bons en règle générale. Pour ce qui est des stretch goals, on a pas mal de choses qui ont été débloquées, telles que de nouvelles capacités de niveau 7 pour chacun des héros, de nouveaux items, etc. Aussi un nouveau visage pour un capitaine, parce que tout en haut vous avez vu qu'il y avait je crois 5-6 youtubeurs, mais il y a aussi un autre personnage qui n'a pas de nom, parce qu'en fait vous pourrez vous pourrez choisir plutôt un nouveau capitaine parmi ceux disponibles, et donc il y aura une sorte de vote qui s'opérera entre, j'imagine, un personnage masculin, un personnage féminin, etc. Ensuite, la panoplie des Trigan qui vient se renforcer de 4 nouvelles cartes, etc. Nouveau scénario, et encore, on va ajouter de nouvelles cartes pour tel ou tel personnage, on va ajouter un nouveau boss, etc. C'est un petit peu le même format qui se répète indéfiniment. Voilà donc pour ce qui est de l'Ordre de Veyel, avec un peu moins de 500 contributeurs pour l'instant. Je pense que cette approche d'intégrer des youtubeurs dans le jeu, c'est pas forcément quelque chose qui va attirer grand monde, mais je serais curieux de voir si vous, c'est en mesure de vous attirer ou pas. Bon, attendez, on va parler de The Score, mais d'abord il faut que je réponde à Nix qui me harcèle de messages, donc bon. Alors, je te recontacte dans 30 minutes, le temps de terminer la vidéo, hein, voilà, 30 minutes. À tout à l'heure Nix, si tu me regardes. Alors donc, The Score, présenté il y a 2 jours à peine dans le menu crowdfunding. C'était un jeu assez atypique pour 1 à 6 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes, 13 ans et plus. 344 contributeurs pour l'instant, 7700 € d'engrangés 5 jours avant la fin de la campagne. C'est un petit jeu où on va créer une sorte d'histoire, de narration à partir des différents rôles que l'on va s'attribuer les uns les autres et les différentes cartes qui vont entrer dans le jeu, sachant que c'est un jeu qui possède d'ailleurs pas beaucoup de cartes, c'est vraiment un jeu très compact dans tous les sens du terme. Fondamentalement pas inintéressant, mais c'est vraiment pas un jeu dont je suis le public ou le cœur de cible. Voilà pour The Score, il reste 5 jours, encore une campagne assez courte pour celui-ci.
Présenté dans le menu crowdfunding du 26 février dernier, Tether, un petit jeu pour 2 joueurs ou pour 2 équipes d'ailleurs, qui pour l'instant a plutôt bien financé, 652 contributeurs 6 jours avant la fin de la campagne, avec 11 000 € d'engrangés sur 7 000 nécessaires. Pour un premier projet, c'est quand même plutôt pas mal, avec quand même petit rappel également, c'est un nouvel éditeur, un primo-éditeur, qui nous fend d'un nom absolument magique, How to Steam Broccoli, comment faire cuire des brocolis à la vapeur, c'est le nom de l'éditeur, je trouve ça absolument magnifique, j'ai presque envie de le backer juste pour ça, mais quand même faut pas déconner, je ne le ferai pas. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu avec des decks miroirs, donc vous aurez les mêmes cartes, vous voyez derrière ici un 71 et 17, donc c'est vraiment le côté miroir qui est assez intéressant, pour 2 joueurs ou pour 2 équipes, c'est comme vous le sentez, donc potentiellement jusqu'à 4 joueurs j'imagine, peut-être après à 6 ça n'a pas grand intérêt à mon avis, avec une sorte de mécanisme de rotation qui va entre un jeu, vous voyez que le 18 va devenir un 81 et ainsi de suite, ça peut être assez sympatoche. Sur le papier ça me rappelle, certainement pour de mauvaises raisons, mais ça me rappelle un tout petit peu des jeux tels que ce... Ah j'ai perdu le titre, ça y est, le fameux jeu de pli qui était situé dans l'espace où on était en coopération avec un jeu de pli en fait en réalité, qui ensuite a une deuxième mouture qui se passait milieu sous les mers quoi en gros. J'ai oublié le titre, c'est pas grave. Mais ça n'a aucun rapport, je sais pas pourquoi. J'y vois des similitudes qui n'existent probablement pas, mais je sais pas, c'est un truc qui me rappelle fondamentalement ce jeu-là. Alors que le gameplay a l'air d'être radicalement différent. Quoi qu'il en soit, pour Tether, y avait-il des stretch goals à aller se mettre sous la dent? J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Du coup, on va pouvoir passer directement au prochain projet. Et pour ceux que ça intéresse, éventuellement, essayez de me trouver la raison pour laquelle mon cerveau veut faire une connexion avec ce jeu dont j'ai oublié le titre, mais que vous aurez certainement en tête. Parce que moi, je vois pas. À part la thématique, qui effectivement, bon, ça c'est dans l'espace, il y a des chiffres, ok, mais au-delà de ça, je vois pas le rapport, mais je sais pas, ça me rappelle fondamentalement ce jeu, je sais pas pourquoi. Peut-être la fatigue. Présenté dans le menu crowdfunding du 5 mars dernier, dans lequel je faisais d'ailleurs un rappel vers la chaîne de nos amis des Hauts Plateaux, nos amis suisses, c'est Hellbringer, présenté donc le 5 mars dernier, qui a financé 365 contributeurs, 7 jours avant la fin de la campagne, 25 000 € d'engrangés approximativement, c'est donc financé, le jeu est venu s'enrichir d'extensions que je n'avais pas vues lors de la présentation de la campagne, ou alors que je les avais zappées entre temps, bref il y aura 2 extensions, Loot and Merchant et puis Quests and Events, pardon, donc pour enrichir un peu plus le jeu. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est du coopératif, un petit peu roguelike, inspiré par Diablo, c'est pour 12 ans et plus, c'est pour des parties d'environ 45 minutes par joueur autour de la table. Il y aura 9 scénarios au total, enfin 9 scénarii, sinon je vais me faire engueuler par Xavier, et son pluriel latin. Quoi qu'il en soit, donc vous connaissez le principe du roguelike, on va descendre dans un donjon de plus en plus profondément, on va affronter tout un tas de boss, faire progresser notre personnage pour le rendre plus puissant et défoncer un boss au final. Rien que de très classique, mais ça va être relativement efficace. Si l'on en croit les retours d'ailleurs justement de notre cher camarade Dylan des Hauts Plateaux, le jeu est plutôt cool, donc rien que pour ça, parce que je crois en les paroles de notre très cher Dylan, j'ai envie de dire c'est quand même un jeu sur lequel il faudrait se pencher, même si fondamentalement, c'est pas un jeu dont je suis le cœur de cible, encore une fois, malheureusement. Ensuite, y avait-il des stretch goals? D'ailleurs, je les ai peut-être déjà passés sans faire très attention. Il y avait des daily reveals, apparemment. Alors, il y avait des daily reveals. Ok, il y a il y a des démons supplémentaires qui sont venus s'ajouter à ceux déjà présents. Il y aura aussi désormais un petit sorte de marquage pour les personnes qui seraient potentiellement colorblind. J'ai perdu le mot français parce que voilà, syndrome Jean-Claude Van Damme qui fait son apparition. Non, vraiment, ça ne veut pas me revenir. Bon, c'est pas grave, vous l'aurez compris, c'est des gens qui ont des difficultés à voir certaines couleurs, à voir la différence entre telle et telle couleur, par exemple. Vous l'aurez en tête de toute façon, je perds mon français. Ensuite, des nouvelles cartes potentiellement pour faire du combo, non, entre le warrior, donc le guerrier qu'on voit ici, qui pourra désormais manipuler une grosse hache, ainsi qu'un élixir de réjuvénation, encore un mot que j'ai perdu en français, de rajeunissement, on va dire. Ensuite, une campagne, le Great Sorcerer Combo, cette fois-ci donc le sorcier qui va lui aussi s'accompagner de nouvelles cartes, des artworks nouveaux, etc. Bref, c'est un petit peu la même chose partout. Soundtrack, donc une piste audio pour accompagner vos parties, ça peut être très sympa en termes d'immersion, il y a de plus en plus de gens qui proposent ça. Plutôt cool. Le paladin avec son set de cartes à lui. Infernal Difficulty, donc un niveau de difficulté supplémentaire pour aller complexifier encore un petit peu le jeu, avec j'imagine de nouveaux boss à aller vaincre.
Monster Combo encore, New Starter Cards, donc de nouvelles cartes de départ, peut-être ça pourrait ajouter un petit peu de rejouabilité au jeu, ça peut être assez sympa. De nouveaux items également qui viennent s'ajouter au jeu, et en tout cas, sur toutes les cartes que l'on a pu voir précédemment dans les stretch goals, vous voyez que, en règle générale, la direction artistique est plutôt soignée, c'est plutôt assez classe. Alors très inspiré bien évidemment par la Dark Fantasy à la Diablo, comme ils le disent eux-mêmes en début de campagne, mais plutôt bien réalisé en tout cas. Vous me direz ce que vous en pensez, il reste 7 jours avant la fin de la campagne et 365 contributeurs pour l'instant, un par jour de l'année. Présenté le 5 mars dernier dans le menu crowdfunding, Nevermind the Distraction, un petit jeu qui vous propose de méditer. Voilà, c'est un petit peu abstrait, c'est un petit peu flou tout ça, et pour l'instant, ce côté un petit peu flou n'a pas attiré grand monde, 145 contributeurs, on est à peu près à 60% du seuil de financement, donc bon, ça risque d'être un peu ric-rac, mais de toute façon, il n'y a pas de version francophone pour ce jeu. Les frais de port, je les ai même pas regardés, mais bon, comme c'est un petit jeu avec certainement un très petit tirage qui nous vient des États-Unis, ça risque d'être assez cher quoi qu'il en soit. Donc pas fondamentalement très intéressant et pas de stretch goals parce que le jeu de toute façon n'est pas encore financé. Voilà pour Nevermind the Distraction, au cas où c'était donc dans le menu crowdfunding du 5 mars dernier que j'en ai parlé brièvement. Présenté le 26 février dernier dans le menu crowdfunding, D-Day Dice Reinforcements, une nouvelle extension pour D-Day Dice, un jeu qui se base donc sur la thématique bien évidemment de la Seconde Guerre mondiale, du débarquement de Normandie, avec masse de dés à aller faire rouler sur vos tables pour déterminer des résultats et voir si vous pouvez vaincre l'ennemi. Voilà en gros le pitch de base. Vous aurez l'occasion de prendre le jeu de base bien évidemment, mais ainsi que toutes les extensions sorties à ce jour. Ça peut monter assez rapidement jusqu'à 120 livres, soit j'imagine aux alentours de 140, 150 euros, j'imagine, 137 euros. La livre a peut-être un petit peu baissé depuis quelques temps. Voilà pour ce qui est de D-Day Dice Reinforcements. J'allais zapper les stretch goals alors qu'il y en avait pourtant. Les voici. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On aura la médaille du volontaire. Alors je ne sais pas ce que ça vient ajouter véritablement dans le jeu en termes de gameplay, mais ça peut être intéressant sur le côté d'avoir des nouvelles médailles. Qu'est-ce que ça vient récompenser? Qu'est-ce que ça apporte? On verra bien. Ensuite, on a 6 nouvelles cartes également. On a encore un nouveau scénario intitulé Unexploded Shells, donc potentiellement des mines qui n'auraient pas explosé. Ensuite, 6 nouvelles cartes encore, une nouvelle histoire, bref, vous voyez un petit peu un module qui se répète, nouvelle carte, nouveau scénario, nouvelle carte, nouveau scénario, etc. etc. Ensuite, un mode solo qui a été créé et inclus directement avec la version coop, donc ça c'est plutôt cool également. Nouvelle histoire, ensuite un petit pins, on va dire, non c'est pas un pin, ça ressemble à un pins, non c'est un dé, excusez-moi, c'est parce que je vois pas en relief, c'est un dé en métal, ça c'est plutôt très classe par contre, de 16 mm, avec un petit effet un petit peu chromé, très cool. Nouvelle histoire, ensuite 6 nouvelles cartes, et on reprend le modèle habituel. Voilà donc pour ce qui est de D-Day Dice avec l'extension Reinforcements. Sur Game on Tabletop cette fois-ci, vous avez les derniers jours de la campagne de Too Many Bones Undertow grâce à Lucky Duck Games qui va donc produire sa version francophone. C'est un projet que j'avais présenté dans le menu crowdfunding de quelle date déjà? Je me perds. C'était le 19 février dernier que je parlais de Undertow, avec une vidéo également de Nyx en collaboration avec notre cher Xavier National pour vous présenter les nouveaux ajouts de cette extension Undertow, et puis vous avez aussi l'occasion de mettre la main sur 40 Days in Delore ou sur les nouveaux Gearlocks également, bref, sur tout ce qui est sorti jusqu'à présent, en tout cas en français, et puis des ajouts donc de cette nouvelle campagne qui nous proviennent de la version anglaise bien évidemment. C'est un jeu qui a fait ses preuves, qui est désormais dans le top 50 BGG, donc vraiment à noter. Tout est en français sur Game on Tabletop, il y aura comme d'habitude dans la description le lien vers toutes les campagnes, donc vous pourrez aller la consulter. Il y a pour l'instant 1130 backers, ce qui est quand même assez énorme pour une campagne uniquement à destination du public francophone, donc vraiment gros score avec 350 000 € d'engrangés pour l'instant à 7 jours de la fin de la campagne, ce qui fait que c'est la dernière fois dont on parle du jeu, c'est la dernière fois que l'on parle du jeu sur le suivi du menu crowdfunding, donc attention. La campagne se termine très bientôt, gros matos, grosses aventures, grosse asymétrie entre les personnages, c'est du très bon généralement, les retours sont plutôt dithyrambiques, même si pour l'instant je n'ai à mon effectif qu'une seule partie avec Xavier qui n'était pas super convaincante, la partie, pas Xavier, vous avez entendu le féminin. Pour l'instant, j'aimerais quand même beaucoup le retester, lui redonner une chance, parce que c'est quand même un jeu qui est devenu un incontournable. Je sais que beaucoup de gens autour de moi l'apprécient beaucoup, donc j'ai envie de lui redonner sa chance, à mon avis, il le mérite amplement.
Voilà donc pour ce qui est de Undertow, donc la nouvelle série de Too Many Bones, avec cette nouvelle extension, très chère certes, mais c'est de la qualité et le matos est complètement fou, comme toujours avec Cheap Theory Games. On entre maintenant dans la catégorie, comme vous le voyez ici, des jeux auxquels il reste un peu plus d'une semaine avant la campagne, ce qui veut dire qu'on les retrouvera une dernière fois dans le suivi du menu crowdfunding la semaine prochaine. Du coup, on passe les stretch goals, etc. etc. C'est juste un petit rappel pour vous dire qu'il reste assez peu de temps. Le premier, c'est Quiperium, un jeu qu'on avait présenté le 26 février dernier dans le menu crowdfunding, qui pour l'instant, décolle pas des masses, malgré sa thématique de l'espace, bien évidemment avec les roquettes et tout ce que ça implique, on en est qu'à 300 contributeurs, c'est pas formidable. 8 jours avant la fin de la campagne, ceci dit, donc il reste suffisamment de temps pour aller chercher les 500, on va dire, peut-être, 600 maximum. 16 000 euros d'engrangés, c'est donc financé. Donc ça, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Si vous en êtes, ne vous inquiétez pas, le jeu est bel et bien financé. Je recharge la page parce que je voyais que c'était pas chargé en bas, bref, on s'en fout. C'est le premier projet de Whitewater Castle. Donc bon, en même temps, quand on dit que c'est un premier projet qui nous vient du Canada, 300 contributeurs, 8 jours avant la fin de la campagne, c'est pas ridicule, mais c'est vrai que c'est un projet que vous aviez placé assez haut dans vos attentes le jour, enfin de la semaine de sa sortie. Et pourtant, il décolle pas des masses. En même temps, il n'y a pas de version francophone, si je me souviens bien. Je checkerai un petit peu plus parce que je me pose la question, après tout. Je me demande s'il n'y a pas une version française à se mettre sous la dent. En plus, c'est canadien. J'ai l'impression que non. Il n'y a pas de drapeau français où que ce soit. Donc a priori, non. Mais quand même, y avait-il des francophones sur le projet 7 français sur le projet pour l'instant. Et quand même 3 japonais. Ou 3 résidents du Japon tout du moins. Voilà donc pour Quiperium, vous me direz ce que vous en pensez, on en reparle de toute façon la semaine prochaine. Présenté le 26 février dernier, encore un jeu qui n'a pas de page de campagne, ça n'a pas chargé, donc hop, on recharge, et vous voyez de toute façon que ici, on a un drapeau bleu-blanc-rouge, ce qui veut bien dire que The Last Summit aura une version francophone. Alors c'est un jeu qui est dépourvu de texte sur le matériel, donc effectivement ça se prête bien à une traduction en multiples langues, et pour l'instant c'est pas un gros succès malgré tout, 115 contributeurs seulement, 9 jours avant la fin de la campagne, et 6 000 euros d'engrangés pour ce jeu à 14 ans et plus de diplomatie pour 3 à 8 joueurs, avec aucune carte d'identité secrète, genre je suis le traître mais les autres ne sont pas au courant. Non, vous serez peut-être le traître, mais seulement parce que vous aurez choisi de l'être durant la partie. C'est un petit peu le pitch de base. Voilà pour The Last Summit, on en reparle la semaine prochaine. Également présenté dans le menu crowdfunding du 26 février dernier, Claw of Soria, l'extension de Soria qu'on avait présenté il y a un an et demi sur la chaîne pour le menu crowdfunding, a attiré pour l'instant un peu moins de 500 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne et 40 000 euros d'engrangés pour cette nouvelle extension de Soria. Attention au 8.3 sur BGG, il y a très peu d'évaluation sur le jeu, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Quoi qu'il en soit, c'est toujours pour 1 à 5 joueurs, 45 à 150 minutes la partie, 14 ans et plus pour ce jeu en semi-coopération, mais en réalité il n'y aura que 1 ou 2 vainqueurs si je me souviens bien, il faudra s'échapper le plus rapidement de l'île peuplée de dinosaures dans tous les sens, il y en aura encore des nouveaux d'ailleurs, et lors de la présentation du jeu la dernière fois, donc le 26 février dernier, on m'avait reproché avec humour de ne pas essayer de prononcer les noms des dinosaures ici. Donc voilà, je vais me faire du mal, et je vais vous faire du mal en essayant de prononcer le nom de ces dinosaures, mais c'est juste pour vous. Alors le premier, sans entraînement, sans échauffement, on va le faire comme ça à l'arrache. Carcharodontosaurus, ça fait un peu Karcher. Et le deuxième, Therizinosaurus. Voilà, c'était pas si difficile que ça en réalité, je pense que j'ai certainement massacré leur nom, mais c'est pas très grave. Voilà, quoi qu'il en soit, on en reparle la semaine prochaine pour ce qui est des stretch goals et compagnie. C'est tout pour Claw of Soria. C'était le gros projet du menu crowdfunding du 5 mars dernier, An Age Contrived, et pour le coup, c'est un peu décevant. Il avait très bien commencé, d'ailleurs je vais juste aller checker pendant que vous regardez le score lors de la présentation du jeu, donc le 5 mars dernier. À l'époque, il était à 3433 contributeurs, et là, du coup, vous le voyez, il est à 3800, donc en gros, il a pris 400 contributeurs en une semaine et demie. C'est pas génial, je pensais vraiment que c'est un projet qui allait chercher les 7000 assez facilement, et après la première semaine de campagne qui s'était bien déroulée, il y a eu un gros coup de mou, et le jeu ne progresse plus des masses. En une semaine et demie, faire 400 contributeurs, c'est pas beaucoup.
Je rappelle également qu'il y a une version francophone à se mettre sous la dent. C'est un jeu qui mécaniquement a l'air d'être vraiment très sympatoche, avec un matériel complètement fou. Je rappelle pour ceux qui l'ignoreraient, pour ceux qui n'avaient pas suivi la présentation, que Unedge Contrived, c'est le jeu d'un mec qui précédemment bossait chez Panda Games. Panda Games, c'est l'une des plus grosses usines de production de jeux de société en Chine. Et du coup, il a connaissance de tout ce qui est, comment dirais-je, composants, tous les composants qu'on peut choisir pour réaliser un jeu, comment optimiser les coûts de production, etc. etc. Et du coup, il s'est fait un kiff, il a fait un jeu avec un matos complètement fou, surtout si vous allez prendre une édition collector avec les plateaux individuels mécaniques complètement tapés. Ça sert pas à grand chose, mais c'est quand même très très classe. Bref, c'est un jeu avec un très très beau matos. Les mécanismes ont l'air très sympa. Par contre, ça a l'air d'être quand même pas mal dénué de thématiques, alors que pourtant, visuellement, ça a l'air d'en avoir. Et ça n'a pas l'air d'être tellement le cas en réalité quand on se penche un petit peu plus sur son sujet. Vous me direz ce que vous en pensez pour Unedge Contrived. Qu'est-ce qu'il nous fait en termes de résultats dans la francophonie? France 133, ce qui n'est pas énorme. Belgique 87, mais sont-ils tous francophones, c'est pas dit. Canada 282, mais c'est la même question. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez pour Unedge Contrived. Le projet a l'air d'être très sympa, j'aimerais le tester un jour, mais de là à le baquer, il y a quand même un pas que je ne franchirai pas. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 12 mars dernier, From the Moon, le nouveau projet de la boîte de jeu, l'éditeur français de renom, qui s'est fait d'ailleurs un nom via le respect des délais lorsqu'il envoie les jeux, c'est même parfois même un peu en avance par rapport au planning d'origine, c'est quand même très rare sur Kickstarter, donc c'est à signaler, et avec toujours une très belle qualité de matériel, et ça a l'air de se confirmer encore une fois avec From the Moon. Ceci dit, comme tout à l'heure avec un autre jeu qui se passait également dans l'espace, ça devait être Quiperium si mes souvenirs sont bons, bah ça décolle pas tant que ça. La boîte de jeu nous a habitués à des bien meilleurs résultats que ça, mais il n'y a qu'une seule édition. C'est à 65€ si mes souvenirs sont bons, et c'est marre, il n'y en a pas d'autres derrière, alors que par exemple pour It's a Wonderful World, il y avait une version Deluxe, la version héritage, là je crois que c'est uniquement 65€, et c'est tout. Du coup, comme on sait que à terme le jeu verra le jour en boutique, ben on n'est pas forcément hyper tenté par le fait d'aller backer. Alors certes, dans les stretch goals, on en reparle la semaine prochaine, il y a des factions exclusives à Kickstarter, donc il y a des petites raisons d'aller backer quand même sur Kickstarter pour aller justement choper ces petites exclusivités, mais il n'y en a pas beaucoup, et on se dit que ce sera peut-être même un petit peu moins cher en boutique, donc bon, c'est pas très encourageant. Par contre, est-ce que j'aimerais le tester? Oui, vraiment, j'aimerais beaucoup le tester, même si ça se passe dans l'espace, comme quoi des fois on arrive à franchir certaines barrières. Mais de là à les baquer, non. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez malgré tout, et on en reparle de toute façon la semaine prochaine. Je n'ai pas pu le présenter parce qu'il arrivait un petit peu tard sur Kickstarter, ou alors parce que je l'avais zappé, je l'avais pas vu apparaître. Quoi qu'il en soit, The Quest Kids revient sur Kickstarter avec cette fois-ci une version Giant Adventure où les cartes, les tuiles, etc. vont faire la taille humaine en fait. Donc pour les enfants, ça peut être potentiellement très drôle. C'est le même jeu que l'origine, mais cette fois-ci avec donc du life-sized comme on dit, avec des composants vraiment énormes. C'est pour l'instant 30 000€ d'engrangés, 444 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne. Il n'y a toujours pas de version francophone pour Quest Kids, ce qui est très dommage parce que c'est un des premiers jeux de quête, de campagne si je puis dire, destiné aux enfants de 5 ans et plus, donc ça a l'air vraiment très sympatoche. C'est pour 30 minutes la partie en plus, pour 2 à 4 joueurs, en coopératif, ça peut être très sympa en famille, ça possède une direction artistique plutôt charmante, pour les enfants ça peut être assez séduisant, et vous le voyez, donc ça va s'accompagner cette fois-ci d'une version énormissime où les cartes sont vraiment à taille humaine, du coup il faut quand même avoir pas mal de place pour éventuellement en tirer parti, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. On en reparlera peut-être un petit peu brièvement aussi la semaine prochaine. Présenté le 5 mars dernier en même temps que Unedge Contrived, c'était d'ailleurs le deuxième gros projet de la semaine avec Unedge Contrived, il s'agit de Encounters Shattered Wastes, qui à l'époque m'avait marqué assez négativement dans le sens où bon, le jeu a l'air très sympa, c'est un boss battler, on va prendre un boss, des équipiers, des combos dans tous les sens, et on va se foutre sur la tronche en espérant l'emporter face au boss, avec certains mécanismes assez intéressants d'ailleurs au demeurant. Et j'étais quand même malgré tout déçu parce que le prix était assez conséquent, surtout si vous preniez la version Deluxe avec les acryliques, qui étaient très beaux, très classe. On va les revoir rapidement d'ailleurs. Voilà, ici, donc la masse d'acrylique pour les différents héros, les différents monstres en face de vous, c'est très classe, c'est très joli, ça se développe, ça se démocratise de plus en plus. Ces standees en acrylique, comme ça transparent, c'est très joli.
Je pense que je préférerais presque ça à des miniatures, même si les miniatures ont quand même un relief, une épaisseur quand même plus conséquente, mais quand on ne sait pas peindre, ça permet d'avoir quand même un peu plus d'immersion, et en plus ça permet d'avoir certains effets qui ne sont pas possibles via des miniatures, comme ici ces flammes qui sont en fait dans les airs, quoi, qui sortent de l'épée, mais qui ne seraient pas possibles en fait sur une miniature, ou par exemple c'est cette chauve-souris qui est clairement en train de voler, encore une fois pas possible avec des miniatures. Quoi qu'il en soit, j'étais très déçu par le prix qui est quand même très très cher, certes, mais au-delà de ça, par les frais de port complètement pétés, j'avais jamais vu ça pour ce qui est de l'Europe et compagnie, et ben ça a été un petit peu amélioré tout ça, puisque vous le voyez, devant la demande croissante et l'intérêt croissant envers son jeu, l'éditeur Almanac Games, dont c'est le premier projet sur Kickstarter, a revu un petit peu sa copie, et vous le voyez pour la Belgique, mais également pour la France par exemple, on est passé de genre 50$ je crois de frais de port à 18, donc c'est quand même une grosse réduction, donc ça devient beaucoup plus intéressant du coup, 18, 20, 34 en fonction du niveau de pledge, sachant que le 34 c'est pour les boutiques, donc c'est pas très intéressant pour vous, mais pour vous, si vous prenez la basique ou la deluxe, c'est 18 à 20, donc c'est beaucoup plus intéressant. Par contre, pour nous qui sommes au Japon, c'est toujours aussi peu intéressant, hein. 71€, 84€, enfin dollars, pardon, excusez-moi, non, c'est clairement pas possible pour nous, quoi. Ça coûte quasiment plus cher que le jeu. Donc c'est non. Par contre, pour vous qui êtes en Europe, éventuellement, ça peut être vraiment très sympatoche. Sur le papier, le jeu a l'air d'être vraiment très sympa, et en plus de ça, le matos est plutôt très cool. Donc, je retire ce que j'avais dit concernant les frais de port, en tout cas pour votre région à vous. Le jeu est désormais un peu plus accessible pour les Européens, et il a l'air d'être toujours aussi sympatoche. Donc, cette fois-ci, vous pouvez jeter un œil, voire même les deux, sur Encounters Shattered Waste. Mais si vous jetez les deux, vous verrez beaucoup moins bien. Toujours présenté dans le menu du crowdfunding du 5 mars dernier, il s'agit de Soul of Ankerel. Pour l'instant, c'est pas financé. 15 000€ d'engrangés sur 20 000 nécessaires, 167 contributeurs, je bafouille. 10 jours avant la fin de la campagne, c'est pour 2 à 4 joueurs, pour 30 à 45 minutes la partie. Ça s'apparente un petit peu à du Pokémon, on aura différents types de monstres avec différents éléments, le feu, l'air, la terre, etc. C'est un jeu de confrontation fondamentalement, mais on peut y jouer jusqu'à 4, avec des miniatures qui sont pas dégueulasses, mais qui sont pas formidables non plus. Je trouve pas la DA magnifique, ça fait le job, ça a vraiment cette comparaison assez claire, assez évidente avec Pokémon, mais je suis pas très fan, comme je suis déjà pas très fan de Pokémon à l'origine. Voilà donc pour ce qui est de Soul of Ankerel, on en reparle encore une fois la semaine prochaine. Présenté le 26 février dernier dans le menu crowdfunding et disponible en version francophone qui plus est, Reviving Kathmandu fait un très beau résultat, 1460 contributeurs, 61 000€ d'engrangés 10 jours avant la fin de la campagne, il reste encore largement le temps d'aller chercher les 2000 à mon avis, et ce sera encore un beau résultat pour Lemery Games, un éditeur assez atypique, puisque si vous vous rappelez bien, c'est également cet éditeur qui avait proposé Backshall, un jeu gratos. En fait, vous pay what you want, comme on disait à ce moment-là, donc vous payez 1, 2, 10, 20, 100$ selon votre bon vouloir pour mettre la main sur Backshall, un jeu comment dirais-je, classique, ancestral du Népal, mais qui était en voie de disparition, et donc ils avaient décidé de donner un peu de leur personne et de proposer une campagne du coup très risquée pour eux, pour lui rendre un peu de vie, quoi, en gros. Ça s'était bien passé avec 2600 backers, mais le pari était forcément plus risqué avec Reviving Kathmandu, qui a un prix bien plus classique, même si on reste au Népal, bien évidemment, comme vous le voyez, mais avec un prix un peu plus classique, pour 8 ans et plus, 1 à 6 joueurs, 20 à 40 minutes à partie, très beau matos qui plus est, avec le tapis de néoprène, les petites pièces en bois, les plateaux double épaisseur, donc vraiment très joli matos. C'est un jeu qui encore aujourd'hui me tente pas mal. J'avoue que, comme je l'avais dit dans sa présentation le 26 février dernier, je pense que c'est un jeu qui après 10-15 parties vous aura un petit peu offert tout ce qu'il a à vous offrir en termes de stratégie, etc. Mais quand même, je le trouve très charmant, j'aime bien la qualité du matériel, la thématique est assez rarement vue, hein, reconstruire Kathmandu et les temples après une sorte de tremblement de terre si mes souvenirs sont bons. C'est sympatoche, j'ai envie de tenter quand même l'aventure, mais pas suffisamment peut-être pour backer véritablement. Mais un jour, si je peux le trouver en occasion, peut-être que je franchirai le pas. Et puis d'ici à ce que la campagne se termine, j'aurai peut-être changé d'avis, on verra bien. En tout cas, il reste 10 jours avant la fin de la campagne, on en reparle donc la semaine prochaine. Présenté le 5 mars dernier dans le menu crowdfunding de Revenant Society, le nouveau projet de AJ Portfolio, autrement dit Van Ryder Games, les gars derrière, comment ça s'appelle ce jeu solo avec une héroïne, Last Girl, non? Final Girl, je crois, Final Girl, ouais, je me suis perdu, Final Girl, c'est bien ça.
qui avait bossé aussi en coopération avec Lucky Duck Games récemment pour The Dark Quarter, si mes souvenirs sont bons, et c'est également eux qui sont derrière Hostage Negotiator ou encore Detective City of Angel. Quoi qu'il en soit, cette fois-ci, The Revenant Society, qui ne dispose pas de version francophone qui plus est un RPG. Vous pourrez le prendre en version matos ou uniquement avec le RPG, donc les fichiers PDF je crois. Mais il y a aussi une Deluxe Box avec tout le matos qui va avec. Pour tous les amateurs de RPG, ça peut être sympatoche. Ceci dit, pas de version francophone. Pour un RPG, ça peut être assez gênant. Pour l'instant, en l'état, ça a attiré 790 contributeurs, 45 000 € d'engrangés, 10 jours avant la fin de la campagne. On en reparle la semaine prochaine. Présenté il y a 2 jours à peine dans le menu crowdfunding du 12 mars dernier, Exit Strategy, un petit jeu de 2 à 6 joueurs pour 20 minutes, 8 ans et plus, donc très familial, dans lequel on va composer progressivement un labyrinthe pour faire en sorte que les autres ne puissent pas s'en échapper, alors que nous, on va pouvoir le faire parce qu'on aura bien agencé ces tuiles. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Exit Strategy. De toute façon, on en parle encore une dernière fois la semaine prochaine. Sachez que c'est financé, même si pour l'instant, 44 contributeurs, ça vend pas du rêve. Et on termine donc cette semaine par un autre jeu présenté également il y a 2 jours à peine. Il s'agit de Kamigami Battles de Japanime Games, cette fois-ci en VF sur Game on Tabletop. Et ça rameute pas les masses, hein, soyons honnêtes, 15 backers seulement, 10 jours avant la fin de la campagne, on est à 39%. Alors certes, il faut très peu de monde pour réussir à les financer, on est quand même à 4000 € approximativement, donc ça devrait quand même pouvoir se faire à mon avis, mais ce sera pas glorieux, et en même temps, il nous propose la collection entière de Kamigami Battles, alors que du coup, il y a la majorité des gens qui ont jamais joué au jeu de base, donc c'est pas forcément très attirant d'aller se jeter là-dessus. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez pour Kamigami Battles, très orienté manga japonais. Ça peut en séduire certains, comme en repousser d'autres également. Et pour le coup, c'était le dernier projet de cette semaine pour ce qui est du suivi du menu crowdfunding, ce qui me permet de mettre fin à cette vidéo après environ 50 minutes d'enregistrement, peut-être donc environ 40-45 minutes pour ce qui est de la vidéo post-montage, donc en gros ce sera aussi long que ça l'était les semaines précédentes, alors que j'avais dit que je serais un peu plus court. Mais bon, en même temps, c'est pas la première fois que je vous aurais dit ça, et que finalement ça s'avérait être aussi long que d'habitude. Voilà, du coup, vous remarquez peut-être quand même l'ajout de Scarface 1920, hein, que pour ceux qui ont vu le menu crowdfunding d'il y a 2 jours, j'en parlais, hein, j'avais reçu un gros carton, c'était donc bien Scarface 1920 qui est venu rejoindre la ludothèque. Je ne sais pas encore quand on pourra le sortir, parce que Xavier part en vacances, semi-vacances en France pendant 3 semaines, on n'aura pas le temps d'y jouer d'ici à ce qu'il parte, dans quelques jours à peine. Donc je vais certainement le tenter en solo en attendant qu'il ne revienne. Et puis les premiers retours que j'ai pu en avoir laissaient dire que c'était quand même bien plus sympa à 4 personnes qu'à 3, puisque ça propose une mise en place un petit peu déséquilibrée dans le sens où on a le côté haut droit du plateau, haut gauche, bas droit, bas gauche, etc. Et chacun des joueurs va partir dans un coin. Du coup c'est à 3, il y en a 2 qui vont rester très proches l'un de l'autre, et un troisième tout seul un petit peu, donc ça va peut-être l'avantager, etc. Donc oui, peut-être, mais je vais d'abord le tester à 4, puis... non, pardon, pas à 4, en solo, excusez-moi, à 4 dans ma tête peut-être, mais en solo. Ensuite à 2 avec Xavier, parce que quand même, c'est certainement la configuration qu'on aura le plus de facilité à avoir. Peut-être à 3, un mercredi avec notre collègue Johanna. Et puis à terme, peut-être à 4, lors de nos journées mensuelles de jeu avec nos autres collègues et amis, Julien et Fabien, si vous nous regardez. Voilà, du coup, sans plus attendre, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou de semaine. On se retrouve très prochainement sur la chaîne des Ludovores. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.